Donc, plus les années passent et plus le budget primitif traduit un décalage important entre vos choix d'utilisation de l'argent public et les besoins de la population et de la ville. Concernant les recettes, comme nous l'avons dénoncé dès le début du mandat, ces recettes sont enrichies par des ponctions dans le tiroir caisse qu'est devenu l'agglomération, dont via la surfiscalisation de la TOM, la mutualisation des services, l'attribution de compensation, le pacte financier et fiscal de solidarité, la dotation de solidarité communautaire. Nous espérons que la Chambre régionale des comptes aura une vigilance particulière sur le transfert des charges entre la ville et l'agglomération, l'exécutif concerné par le contrôle de gestion étant responsable dans le temps. Ces recettes sont aussi perturbées par les crises qui s'additionnent, sociales, énergétiques, immobilières, inflationnistes, sanitaires, etc. À ce sujet, nous renouvelons notre proposition d'un fléchage des financements spécifiques que la ville perçoit au titre des habitants en difficulté sociale. Concernant les dépenses, celles de fonctionnement, même maîtrisées, continuent à augmenter. Les projets d'investissement devraient au contraire viser à les diminuer en agissant sur la consommation énergétique par l'isolation des bâtiments, l'utilisation de la géothermie ou de la chaleur perdue, par exemple des fonds de la VOA. Or, c'est le contraire. Vos investissements de prestige accroissent les frais de fonctionnement. 18 millions d'euros pour le projet du musée La Pérouse, c'est au moins 1,8 million de frais de fonctionnement en plus. L'argent qui va là n'ira pas ailleurs, n'ira pas au soutien des structures existantes, ni à une politique sociale répondant aux besoins des Albigeois. Car les réalités sociales de notre ville nous obligent. Elles sont révélées par le classement du revenu fiscal par habitant, admis 13e sur 16 dans la communauté d'agglomération, comme par les alertes rouges des associations de solidarité. Restos du Cœur, Secours catholique, Secours populaire Emmaüs ou Saint-Vincent-de-Paul. Ces réalités sociales, ce sont encore celles des commerçants, fortement impactés par les travaux qui se déploient partout, sans dialogue préalable pour anticiper les difficultés et pour les accompagner. Ce sont aussi les conséquences sociales et humaines des fermetures de magasins en centre-ville comme Habitat et en périphérie. Pardon, est-ce que vous pouvez reprendre s'il vous plaît, parce que là vous lisez un peu vite, on n'arrive pas à tout noter. D'accord. Pardon. Après les commerçants. Alors, je reprends. Ces réalités sociales, ce sont encore celles des commerçants, fortement impactés par les travaux qui se déploient partout, sans dialogue préalable pour anticiper les difficultés et pour les accompagner. Ce sont aussi les conséquences sociales et humaines des fermetures de magasins en centre-ville, Habitat, et en périphérie, Jean Casino. Et les réalités de tant d'Albigeois qui n'ont pas de médecin traitant, alors que vous refusez le portage d'un centre de santé public. D'autres réalités albigeoises sont le musée Toulouse-Lautrec, la scène nationale, l'Office du tourisme, le carnaval, par exemple. Ce sont des choix qui ont été faits en leur temps et que la ville se doit maintenant d'assumer. On note pour certaines des augmentations de subventions importantes. Notre responsabilité est là, continuer à soutenir les structures qui existent et font vivre notre ville. Aussi, nous appelons à la prudence et à la mesure pour ne pas engager la ville dans de nouveaux équipements disproportionnés au vu de la réalité de leur utilisation et de la capacité fiscale des contribuables albigeois. La responsabilité des élus est aussi d'adapter rapidement la ville aux nouvelles réalités du changement climatique, de l'augmentation du coût de l'énergie ou de la pollution. Un investissement massif dans la rénovation des bâtiments publics pour diminuer la consommation énergétique et augmenter le confort d'été pour ceux qui travaillent permettrait de diminuer les frais de fonctionnement de notre collectivité. Si les travaux prévus dans les écoles vont dans le bon sens, ils sont nettement insuffisants par rapport au défi de la sobriété énergétique.
Pourtant, ces travaux sur les bâtiments publics sont des investissements pourvoyeurs de travail pour nos entreprises et donc d'emploi, notamment pour nos jeunes. Nous renouvelons notre proposition d'une planification écologique avec un plan pluriannuel de financement, rendant opérationnels les objectifs de sobriété énergétique et de transition écologique. Notre ville est pleine de ressources, à commencer par ses habitants qui se mobilisent à travers des actions de solidarité, de quartier, culturelles ou des clubs sportifs pour maintenir à flot une cohésion sociale indispensable pour une ville apaisée. Elles ne font pas passer Albi à la télé, mais elles méritent un soutien fort que nous ne retrouvons pas dans le budget primitif. Elles ont souvent besoin de locaux et d'aide logistique. Les ressources de la ville sont aussi ses agents, dont les rémunérations devraient être revalorisées afin de leur rendre la ville plus attractive pour y rester ou pour y venir. Investir dans le taux d'encadrement des crèches municipales au-delà du seuil minimal préconisé par la CAF est un choix politique qui n'apparaît pas non plus, malgré le titre affiché de ville amie des enfants. Notre ville, je vais trop vite ? D'accord. Notre ville est aussi riche... Attendez, recommencez parce qu'on vous entend très mal, Madame Ferrand-Lefranc. Il faut vous approcher un peu. Non, effectivement, pas au début. Juste là, le dernier point, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Les ressources de la ville sont aussi ses agents, dont les rémunérations devraient être revalorisées afin de leur rendre la ville plus attractive pour y rester ou y venir. Investir dans le taux d'encadrement des crèches municipales au-delà du seuil minimal préconisé par la CAF est un choix politique qui n'apparaît pas non plus, malgré le titre affiché de ville amie des enfants. C'est mieux comme ça ? J'ai très bien entendu, merci. Notre ville est aussi riche de son patrimoine végétal que représentent les jardins et parcs privés. Associés aux espaces verts publics, ils seraient à considérer dans une approche globale, à la fois comme puits de carbone, source de biodiversité, adaptation aux canicules et absorption des pluies. Malheureusement, ces jardins et leurs maisons sont de plus en plus remplacés par des immeubles de placement immobilier. La ville ne semble plus maître de son foncier, en dehors de projets très ciblés, où elle est proactive, comme à la plaine des sports et de loisirs de la Guittardier, dont la partie loisirs pour la population s'efface rapidement. Il me faut redire ? D'accord. En conclusion, nous trouvons que ces investissements manquent de cohérence par rapport aux réalités des besoins de la ville et de ses habitants. Nous ne partageons pas vos priorités d'utilisation de l'argent public. Les nôtres sont tournés vers les Albigeois, leur quotidien et leur adaptation au futur. Nous ne voterons donc pas ce budget primitif. Mon intervention concerne les subventions aux associations. Donc, tout d'abord, une remarque de forme. Pour permettre un suivi de l'action municipale vis-à-vis des associations, il serait intéressant d'intégrer dans le tableau qui nous est donné les subventions accordées l'année précédente pour pouvoir repérer les nouvelles associations qui sont subventionnées ou celles qui ne le sont plus, celles dont les montants ont augmenté ou diminué. Ceci étant dit, je voudrais rappeler notre attachement à la vie associative et l'importance du tissu associatif albigeois qui est vraiment au cœur des liens humains dans notre ville. Comme l'ont dit mes collègues, les associations mènent des actions dans tous les domaines et elles ont besoin de soutien, particulièrement dans cette période d'inflation. À cet égard, nous avons tous bien conscience, je pense, qu'avec une subvention identique à celle de l'année précédente, une association verra son action mécaniquement réduite du fait de l'inflation. Nous pensons également qu'une priorité claire aurait dû être donnée aux associations de solidarité cette année. Comme ça a été dit, ces associations de solidarité font face à une explosion des besoins, ont de plus en plus de mal à faire face à l'augmentation des bénéficiaires, et il nous aurait paru juste que notre commune les soutienne davantage ces temps-ci. Enfin, je voudrais refaire une proposition que nous avons déjà formulée ici,
une proposition générale concernant les attributions de subventions aux associations. Il s'agit de la construction de critères de subvention clairs et objectifs, donc des critères objectifs et connus de tous dans tous les domaines. Donc pour cela, nous proposons, comme nous l'avions fait l'an dernier, la constitution d'un groupe de travail réunissant élus, agents, représentants des associations, habitants, afin de co-construire des critères de subvention objectifs et connus de tous en vue du budget 2025. C'est une démarche d'équité, de transparence, qui nous permettrait de soutenir notre riche tissu associatif et de renforcer la vie démocratique de notre cité. Je vous remercie. Madame Ferrand-Lefranc, vous me menacez de la Cour régionale des comptes, si j'ai bien compris. Si. Mais je réponds sur un point. Et parce que vous êtes allé trop loin. L'attribution de compensation de l'agglo, vous dites que c'est une ponction de la ville sur l'agglomération. Mais l'attribution de compensation, c'est simplement une comptabilité bêtement mécanique qui tient au fait que les compétences ont changé entre ville et agglomération, et que si, parce que tu as pris la compétence de tel domaine, je consacre des personnels que je paye à réaliser cette compétence ou à la faire vivre, tu me dois la charge de personnel. C'est bêtement mécanique, donc ne dites pas qu'il s'agit d'une ponction sur l'agglomération avec cette menace de la Cour régionale des comptes. Je ne vais pas dormir cette nuit. Les dépenses énergétiques, Madame Ferrand-Lefranc, oui, vous nous avez dit, mais la phrase était trop courte, ça n'était pas assez appuyé, que c'est bien ce que nous faisons pour les écoles. Non, mais on met 6,8 millions d'euros pour améliorer la qualité thermique de nos bâtiments. Si. Monsieur Torresilo, je suis d'accord avec vous pour saluer notre engagement envers les associations. Effectivement, 4 millions versés aux associations, c'est une manne assez considérable. C'est une manne qui ne diminue pas, et c'est déjà un exploit. Et c'est une manne qui augmente même pour certaines associations, ce qui est réellement un exploit. N'ayons pas peur des mots. S'agissant spécifiquement du sport, le montant alloué aux associations est de l'ordre de 1,7 million. Et on sait bien, chacun s'accorde à le reconnaître, on sait bien la place du sport au cœur de notre cohésion sociale. Parce qu'au-delà des valeurs que le sport véhicule, il a cette capacité à fédérer, à unir, à animer, à transmettre, à partager, à regrouper, à rassembler. Et donc, je sais que vous êtes favorable à ce montant de subventions attribuées aux associations sportives notamment, parce qu'effectivement, dans un vestiaire, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a que des coéquipiers. Et puis, m'adressant à Madame Ferrand-Lefranc, j'ai peut-être pas tout compris pour des questions de micro, mais il me semble avoir retenu quelques-unes de vos expressions ou en substance. C'était à Albi, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'attractivité, il n'y a pas de jardin public, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'aide aux associations, et j'en passe. Il me semble. On va laisser la parole à Monsieur Franck, s'il vous plaît, madame. Votre micro n'était pas bien branché. Attendez. Vous ne prenez pas la parole comme ça spontanément, il n'y a pas de problème. On ne vous a pas interrompu, vous laissez Monsieur Franck. Je vous laisserai la parole tout à l'heure, mais là, vous le laissez parler, s'il vous plaît. Merci. J'ai presque envie de vous dire, madame, que c'est toujours un peu la même rengaine avec vous. Vous la jouez toujours un peu peur sur la ville. Vous êtes un peu notre Jean-Paul Belmondo au féminin, en quelque sorte. Parce qu'effectivement, dans vos propos, c'est il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a rien en fait. Pourtant, ce budget que nous a présenté notre excellent collègue est un acte de transparence et de sincérité. Transparence et sincérité, qui permet d'appréhender nos actions dans leur globalité et de mettre en avant des équilibres délicats, je vous l'accorde, qui fondent nos priorités. Alors ce budget présenté, si j'avais quelques mots pour le qualifier, je dirais que c'est un budget d'accomplissement et un budget de projet, un budget de réponse et un budget d'anticipation.
accomplissement, projet, réponse, anticipation. Voilà effectivement des termes qui pourraient caractériser l'intervention et le budget présenté par notre collègue. Parce qu'au fond, dans nos choix, quelle est notre ambition, notre priorité? C'est de contribuer à la construction de notre ville de demain que les Albigeois aimeront habiter. Aujourd'hui, les Albigeois aiment habiter dans leur ville. Demain, avec les orientations, avec les choix proposés, les Albigeois aimeront toujours habiter dans leur ville. Alors oui, pour cela, nous initions des évolutions nécessaires, nous accompagnons des dynamiques existantes, nous soutenons des actions positives. Et donc, dans nos actions, dans notre volonté, il y a ce réalisme et il n'y a en tout cas pas d'immobilisme, il n'y a pas d'inertie, pas de stagnation, il y a réellement un volontarisme pour que cette ville évolue comme elle a déjà évolué depuis plusieurs années et comme elle continuera à évoluer à l'avenir parce que les Albigeois aimeront y habiter. Concernant la biodiversité, qui serait différente entre le privé et le public, concernant la non-maîtrise foncière avec des productions immobilières dans tous les sens. Bon, bien sûr, je m'inscris en faux. Déjà, il faut respecter le privé. Donc, à chaque fois qu'il y a un projet qui sort, qu'il soit privé, c'est quelqu'un qui le porte. Donc, à partir de là, même s'il y a du rendement, c'est normal, on récompense le promoteur. Mais après, ça peut être pour du social, ça peut être pour les étudiants. Et nous, on l'accompagne. Donc c'est important, on fait attention aussi à la biodiversité, on n'a pas à maîtriser la biodiversité du privé. Par contre, on donne le tempo au niveau du public, et je ne reviendrai pas sur le chemin de la Vasière, sur le chemin de Jarlard à la Vasière, donc au niveau des refuges LPO. Donc on encourage, on montre l'exemple. Après, les privés aussi font des refuges LPO. Voilà, mais c'est comme ça qu'il faut le concevoir, et je n'admets pas ces allégations qui sont faites à chaque fois pour critiquer gratuitement ce qui se fait à la fois sur la biodiversité et sur l'urbanisme, sans argument, et juste des paroles jetées en l'air, critiquer, il en restera toujours quelque chose. Alors, je vais vous relire la phrase, puisqu'apparemment elle était trop courte et que le micro ne marchait pas. Si les travaux prévus dans les écoles vont dans le bon sens. Donc, j'ai bien reconnu que les travaux dans les écoles allaient dans le bon sens. J'espère que ça sera noté, enregistré. Malgré cela, quand vous parlez par exemple des budgets, par exemple, le budget pour le social, ce qui est important, c'est qu'il corresponde aux besoins. Et ça, on le reverra à l'occasion d'autres délibérations, notamment celle du CCAS et celle du COS. Donc, il faut que ça corresponde aux besoins, sinon ça n'a pas de sens, un chiffre dans l'absolu. Pareil pour les équipements sportifs. Est-ce qu'il m'est possible de continuer ? Oui. Donc, par rapport aux équipements sportifs, ce qui est important, c'est qu'ils correspondent aux besoins du plus grand nombre de clubs. Et effectivement, là, on voit qu'on a des clubs qui, par rapport à tout ce qui est sport en salle, qui ont des besoins effectivement de salles. Donc, on est plusieurs à se rendre régulièrement dans des clubs sportifs, à assister à des matchs, à aller même sur le circuit. Oui, vous allez être surpris, mais je vais aussi sur le circuit et M. Rey m'a rencontré déjà. Donc, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Mais simplement, nous, ce qu'on remarque, c'est que ça ne correspond pas aux besoins. C'est-à-dire que les choix qui sont faits sont des choix qui sont ciblés. Voilà. Donc ensuite, par rapport à la transparence, je crois que vous avez parlé, Monsieur Franck, de transparence. Alors, c'est un mot auquel on est totalement attaché. Et je rappelle juste que lorsque nous faisons des demandes écrites, nous n'obtenons jamais de réponse écrite. Donc, certains sont... Oui, non, mais Madame le maire, vous savez que pour obtenir quand même le document, l'étude concernant le jardin de la Madeleine, il a fallu qu'un citoyen passe par la CADA, c'est-à-dire la commission d'accès aux documents administratifs. Donc, si c'est un process qu'il nous faut utiliser, ce n'est pas un souci, on l'utilisera systématiquement. C'est-à-dire, si on ne peut pas obtenir les documents auxquels on a droit, parce que ce sont des documents publics, effectivement, on vous les demandera en recommandé avec accusé de réception. Si on ne les obtient pas, on passera par la CADA. Et si on ne les obtient pas, on passera par le tribunal administratif. Donc, je pense que pour tout le monde, ce qui serait intéressant, c'est effectivement que quand on demande ces documents auxquels nous avons droit, vous puissiez nous les transmettre.
concernant justement la menace de la Chambre régionale des comptes. Alors je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la Chambre régionale des comptes fait des contrôles réguliers sans qu'on ait besoin de les lui demander. Donc ce n'est pas une menace, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous pourrez dormir sur vos deux oreilles ce soir, Monsieur Gilles. Enfin, pour terminer, concernant l'anticipation. Pardon. Concernant l'anticipation. Alors j'ai noté, Monsieur Franck, créer la ville de demain pour que les habitants puissent aimer habiter cette ville. En fait, on a absolument le même objectif. Pardon ? Continuer à aimer. D'accord. Donc, en fait, nous avons absolument le même objectif. Par contre, là où je pense que nous avons une différence, c'est que le futur et ce qui est déjà un présent, ça va être effectivement les problématiques de réchauffement climatique, ça va être les problématiques d'accès aux soins, on le redit encore et encore, parce qu'une ville qui accueille les seniors comme elle le fait, c'est tout à fait positif, mais quand les seniors ne trouvent pas de médecin, c'est quand même très problématique. Donc pour nous, ce sont des priorités. Ensuite, c'est par rapport au social. Nous savons que nous avons une ville qui a effectivement un profil social particulier. Je l'ai rappelé tout à l'heure, en termes de revenus fiscal par habitant, nous sommes 13e sur les 16 de l'agglomération. Si vous me laissez vous répondre, je reviendrai. Mais comme vous parlez beaucoup, c'est compliqué de vous répondre. Donc je comprends que vous reveniez 2 fois sur les mêmes sujets. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai bien noté votre intervention et je vous répondrai, madame. Donc ça veut dire que pour nous, c'est effectivement une priorité. On n'est pas dans un monde idéal. Nous ne sommes pas dans un monde idéal où nous avons tous les moyens qui nous permettent de satisfaire la totalité des besoins ou des rêves des uns et des autres. J'adore citer une phrase de Jaurès, dont la statue est derrière moi, et je vous la livre fort volontiers, qui dit que l'idéal pour lui, ou plutôt la responsabilité politique, consiste à, certes, regarder l'idéal, mais à prendre en compte les contingences du moment. Et on n'a pas les moyens de tout faire à tout instant. Les recettes sont ce qu'elles sont, les dépenses montent, on ne peut pas, il y a des choix à faire. Et un choix, oui, il est forcément ciblé. Et le choix là, des investissements, il est volontariste. Vous savez, à la table de Noël, c'est pas forcément fromage et dessert. Si on peut, tant mieux. Sinon, on fait fromage ou dessert. J'avais pensé dans un premier temps me taire parce que ça commençait à bouillir au fond de moi. Parce qu'à chaque fois, à chaque conseil, on me parle du centre de santé. On me parle du centre de santé et on dit des choses qui sont inexactes. Un centre de santé est déficitaire. Point. C'est prouvé. La Chambre régionale, l'inspection générale des affaires sociales l'a écrit. Il y a très peu de centres de santé qui sont équilibrés au bout d'un certain temps. J'ai dit personnellement que je n'avais absolument rien contre les centres de santé, mais que nous ne porterions pas un centre de santé. Et c'est clair, j'ai même dit à M. Boud, vous êtes communiste, je ne le suis pas. C'est clair, c'est une position politique que nous assumons totalement. Aujourd'hui, il y a un problème d'accès aux soins sur Albi comme dans beaucoup d'autres villes. Nous nous démenons pour trouver des solutions. Nous avons, à travers l'agglo, investi 1 million pour la rénovation de l'internat. Nous recevons systématiquement, Madame le maire et l'équipe municipale, les internes chaque semestre pour leur présenter la ville, leur possibilité d'intervenir. Nous intervenons auprès de tous les médecins qui s'installent en ville aujourd'hui pour la recherche de places en crèche, pour la recherche de logement, pour la recherche de travail pour les conjoints. Nous avons travaillé pour mettre en place une association de médecins de retraités et je l'ai fait en me bagarrant contre des institutions qui m'ont mis des bâtons dans les roues et ça m'a pris 20 mois. Pour faire quelque chose qui aujourd'hui a reçu depuis le mois de juin plus de 5000 patients. Je suis conscient qu'aujourd'hui il y a un problème de médecins, de dentistes
Et aujourd'hui, nous faisons un certain nombre de choses. Alors, on me parle du fameux GIP de la région. Mais le GIP de la région, il est fait pour les déserts médicaux. Il est justifié à Laconne, il est justifié à Mazamet. Aujourd'hui, aucune ville de la taille d'Albi en Occitanie n'envisage de mettre de centre de santé. Alors, je crois que je vais finir par me taire parce que à chaque fois, on me ressort ce centre de santé. Il y a bien d'autres solutions que le centre de santé pour répondre aux besoins des Albigeois. Sur beaucoup de sujets, des sujets qui sont des sujets de contrôle réguliers, des sujets qui sont des sujets de contrôle thématique. Donc effectivement, je crois que vous n'avez rien à nous apprendre sur la CRC. Néanmoins, entendre un élu espérer un contrôle de la CRC, je crois que j'avais jamais vu ça. Espérer, comment dirais-je, espérer que les choses se passent mal pour la commune dont on est élu, j'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu ça, parce que vous avez beau être dans l'opposition municipale, vous représentez quand même vos électeurs, et puis je pense qu'au bout d'un moment, quand on est sur un territoire, on souhaite la victoire, la réussite de ce territoire. On espère que tout va bien se passer, parce que ce sont des concitoyens qui vivent une vie qui est la même que la nôtre, la même ville que la nôtre, et de se dire qu'on peut espérer un contrôle, en plus, ça veut dire que vous espérez qu'on vous ment, qu'on vous trompe, que j'en sais rien. Non, vous n'allez pas répondre, vous allez me laisser parler. Je suis effarée. Mais il n'y a absolument aucun problème. Tant que ce soir, vous vous érigiez en défenseur de l'agglomération, qu'on serait allé piller, je ne comprends pas bien ce que vous expliquez, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les communes l'ont voté et qu'on n'est pas du tout dans une logique d'aller chercher de l'argent ailleurs. La ville et l'agglomération, c'est la même chose. Mais je crois que ça, vous ne l'avez pas bien compris. Si, ça, on a bien constaté que la ville et l'agglomération, c'est la même. De la VOA, c'est gentil d'avoir eu l'idée, on y avait déjà pensé, ça n'est pas gérable, on vous donnera les éléments si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas un paradoxe près, donc quand vous relevez que la commune d'Albi n'est pas la plus riche de l'agglomération, et c'est peu de le dire, dans la même phrase, vous arrivez à dire qu'il ne faut pas que l'agglomération ait de la commune d'Albi. Donc là, c'est pareil. J'ai un peu de mal à comprendre comment on peut expliquer, parler de solidarité, quand finalement, on dit dans la même phrase, les Albigeois sont pauvres, mais il ne faut surtout pas que l'agglomération les aide. On en revient un peu à l'histoire de la CRC, comme si effectivement vous souhaitiez le pire pour Albi, en se disant que peut-être effectivement les Albigeois nous feraient plus confiance, mais je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la vie. Je ne reviendrai même pas sur le sujet des travaux qui seraient imposés aux commerçants. Je ne sais pas si M. Vidal veut y aller, mais je vous mets au défi de me dire quels sont les commerçants qui n'ont pas fait l'objet d'une réunion préalable s'agissant de la mise en place des travaux, mais il n'y a absolument aucun problème. Les fermetures de magasins que vous érigez comme là aussi une bannière, comment t'as dit toi, Jean-Paul Belmondo, moi je dirais tel Jeanne d'Arc finalement sur son blanc destrier, les fermetures de magasins, et vous donnez l'exemple d'Habitat, vous savez qu'Albi n'y est pour rien sur l'exemple d'Habitat, vous savez que c'est national, donc peut-être que vous allez nous engueuler aussi sur la situation de Casino. Je vous en prie, allez-y. Mais très sincèrement, c'est un peu compliqué de nous reprocher ça. On en reparlera tout à l'heure quand on présentera Action Cœur de Ville. Une ville qui est à 8% de taux de vacances commerciales. Vous avez raison de crier haut et fort que rien ne va, parce que de toute façon, je ne sais pas quand, finalement, vous serez satisfaite de Madame Ferrand-Lefranc sur le fait de vos obtentions de documents. Je crois que vous allez faire plaisir à Madame Paturé, vous faites tellement de demandes que finalement il va falloir embaucher pour traiter toutes vos demandes. Il y a même des fois où vous demandez, vous ou vos amis, des documents qui venaient d'être transmis au conseil précédent. Donc on vous les refait passer, il n'y a pas de souci. J'ai encore signé un courrier tout à l'heure en vous envoyant un tableau de financement qui avait été présenté au conseil précédent, il n'y a pas de problème. Alors, pour cette délibération sur les crèches, donc nous voterons cette délibération qui nous donne l'occasion de faire un point sur les crèches municipales, ainsi que je vous en ai fait part par mail avant le Conseil. L'accueil en crèche fait partie du parcours du combattant de tout futur parent. Comme vous le rappeliez dans la presse en 2022, Albi n'y échappe pas, puisque 64 familles étaient alors sur la liste d'attente des crèches municipales. On vous écoute.
J'ai cru qu'il y avait un souci. Bon. Donc, pourriez-vous nous dire combien elles sont actuellement? Pardon? Non, attends, peut-être que... Madame Lacaze, Peut-être attendre, voilà, parce que du coup... Non, mais par contre, si ça ne vous ennuie pas, c'est moi qui vais répartir la parole. Hein. Donc, allez-y, Madame Ferrand-Lefranc, vous ne laissez pas perturber. Donc, c'est pas la peine que je reprenne le paragraphe? Non, c'est bon pas la peine. Parfait. Dans le contexte d'inflation, l'offre publique que sont les crèches municipales est très importante pour les familles parce qu'elle est bien plus accessible financièrement que les crèches privées. À l'année, pour 5 jours par semaine, il faut compter un budget moyen de 10 000 € en microcrèche contre 4 000 € en crèche municipale, soit plus de moitié moins. Même si les aides de la CAF et les déductions d'impôts allègent la facture, les crèches municipales restent bien plus accessibles pour les familles, notamment les plus modestes. Or, ce service public de crèche municipale ne semble pas se développer sur Albi, alors que nous constatons une multiplication de microcrèches dans les nouveaux programmes immobiliers, au Clos Rochegude, à la Maison Saint-Amaran ou boulevard Valmy. Quelle est l'évolution du nombre de places en crèche municipale et en crèche privée depuis le début du mandat? Concernant les rythmes de travail des parents, qui ne sont pas toujours calés sur les horaires de bureau, comment les crèches municipales se sont-elles adaptées aux horaires décalés, au travail le week-end, des travailleurs comme les caissiers ou les infirmiers? Pour la santé des enfants accueillis, comme celle des professionnels qui travaillent en crèche ou halte-garderie, la ville ayant signé la charte Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens, pourriez-vous nous préciser quelle est la politique de commande publique mise en place pour l'achat de jouets et matériels de psychomotricité, de produits d'hygiène et produits d'entretien sans perturbateurs endocriniens? Pour conclure, la ville s'étant déclarée ville amie des enfants, quelle politique en faveur des crèches municipales comptez-vous développer, notamment pour le taux d'encadrement, au bénéfice de la qualité d'accueil des enfants et afin que les professionnels puissent suivre des formations par ailleurs obligatoires? Je vous remercie pour vos réponses. Je vais passer la parole à Madame Lacaze. Je n'ose même pas déduire de la fin de votre intervention que vous laisseriez entendre que les professionnels ne sont pas formés. On va refermer la parenthèse tout de suite, parce que je ne peux même pas croire ce que vous avez dit, Madame. Je crois qu'à un moment donné, Madame Lacaze est bien gentille, elle va vous répondre, mais il y a des fois où on se dit que finalement, vous assénez tellement de contre-vérités et de jugements qui sont, mais qui sont en plus insultants pour nos professionnels, qu'on va vous laisser à vos jugements. Madame Lacaze va vous répondre, mais je ne comprends même pas que vous osiez intervenir publiquement de cette manière-là. Alors déjà, vous dites qu'il y a des listes d'attente énormes. Donc là, au 31 août, nous avions 17 dossiers en attente. En 2022, nous en avions 31. En 2021, 30. Et en 2020, 23. Donc là, tout à l'heure, vous avez donné un chiffre pour 2022. Je ne sais pas d'où vous le sortez. Bon, c'est pas grave. Je le sors d'une interview que vous avez faite en 2022. Je pourrais vous passer l'article. Si vous pouviez ne pas nous interrompre systématiquement. Merci, Madame. Donc, l'offre municipale, donc, comme je vous ai dit, il y a 6 structures, 269 places. Offre privée, donc crèche associative, il y en a 3 avec 73 places. En micro-crèche, il y en a 10 avec 120 places. Et assistante maternelle, il y en a 81 pour 226 places. Bon, ça, c'est sur le territoire d'Albi. Hein. Et la capacité, depuis le 31 août 2021, pour les micro-crèches, sont passées de 10 à 12 places. Après, qu'est-ce que vous voulez savoir? La crèche PSU conventionnée CAF, il y en a 11. 394 places. Alors, il y en a 269 places publiques, 73 places associatives et 52 places inter-entreprises. Oui, Marc. Les micro-crèches, pages non conventionnées CAF,
Il y en a 120 places, il y en a 10 micro-crèches, 120 places. Alors, le ratio d'offre-accueil Albi 2022, 1102 enfants de moins de 3 ans. Alors, toute crèche, 45,6 places pour 100 enfants. Crèche publique, 24,4 places pour 100 enfants. Crèche non publique, 21,2 places pour 100 enfants. Donc, en référence, le ratio de département du Tarn, c'est 23 places pour 100 enfants, pour toute place en crèche confondue. Donc, on est largement bien meilleur. La prise en compte des horaires, en particulier des parents. Réponse. L'amplitude horaire d'accueil des enfants au sein des crèches municipales du lundi au vendredi est de 11 heures par jour, de 7h30 à 18h30. Cette amplitude est de 12 heures par jour pour les accueils crèches familiales. L'accueil individuel au domicile des assistantes maternelles municipales permet la prise en compte de besoins horaires particuliers que peuvent exprimer certaines familles. Ce mode d'accueil fait actuellement l'objet d'une valorisation toute particulière à l'échelle de la ville d'Albi, mais aussi à celle de l'agglomération au travers de la Convention territoriale globale, donc CTG, en partenariat avec la CAF. Ce mode d'accueil représente une réponse adaptée aux demandes des familles et constitue un enjeu partagé pour chaque collectivité. Alors maintenant, les produits sans perturbateurs endocriniens. Les appels d'offres concernant les matériels, les matériaux, les équipements ainsi que les produits d'entretien font systématiquement l'objet de mentions particulières relatives à leur composition, qui doit exclure la présence de toute substance pouvant nuire à la santé, notamment celle de la famille des perturbateurs endocriniens. Et je sais que ça vous chagrine. Hein? Alors, après, le taux d'encadrement minimum réglementaire dans les crèches collectives est de un agent pour 5 enfants qui ne marchent pas, et un agent pour 8 enfants qui marchent. Dans les faits, ce taux d'encadrement est supérieur, dans la ville d'Albi, et prend en compte les différents temps forts de la journée, dont les repas, où la présence d'un nombre plus important d'agents est nécessaire, afin d'assurer une prise en charge des enfants dans les meilleures conditions. Merci. Si la protection sociale relève de l'État et l'aide sociale du département, l'action sociale revient à la commune. Le Centre communal d'action sociale permet une politique sociale de proximité. Le montant de sa subvention traduit les priorités politiques des élus majoritaires. Alors que toutes les associations de solidarité, nationales comme albigeoises, signale la forte augmentation du nombre de personnes dans le besoin. Vous avez fait le choix de diminuer de fait cette subvention, puisque le maintien de son montant est rogné par l'inflation. C'est pour nous une politique sociale insuffisante au regard de la situation actuelle, qui ne tient pas compte des besoins de tous les albigeois, notamment des plus précaires. Je note que l'inflation est très à la mode dans vos interventions cette année. C'est pathétique. C'est pathétique. C'est pathétique. Je ne vais même pas répondre. Vous enfoncez des portes ouvertes. Vous laissez entendre qu'on pourrait ne pas accompagner nos concitoyens. Je ne sais même plus quoi dire, Madame Ferrand-Lefranc, tellement je suis effondrée de voir la façon dont vous piétinez les actions publiques avec une espèce d'indifférence, avec cette espèce de sourire en coin. Mais c'est pas drôle. Vous vous rendez compte du travail que c'est de monter un budget? Vous vous rendez compte de ce que c'est déjà de maintenir les subventions aux associations? Est-ce qu'au moins vous vous en rendez compte? Est-ce que vous mesurez le travail que c'est? On n'augmente pas les impôts. On n'augmente pas les impôts, on passe notre temps à essayer d'accompagner nos concitoyens avec plus d'actions en faveur de leur pouvoir d'achat, avec plus d'aide dans tous les domaines. Et vous nous expliquez que le fait qu'on ait augmenté de 16% l'année dernière, d'ailleurs si je puis me permettre, augmenter de 16% l'année dernière, faites les calculs, on est au-dessus de l'inflation cumulée entre l'année dernière et cette année. D'accord? Donc en plus de ça,
sur cette histoire, vous pouvez revenir sur votre intervention. Je ne vous comprends pas. Je vous comprends pas. Allez-y. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Je ne suis pas complètement idiote non plus, hein, L'augmentation... Non, mais si je puis me permettre. vous dites J'ai que pas je ne besoin que vous comprends pas. m'expliquiez Je quoi vais que ce essayer de soit. vous expliquer. Non, non. Si vous permettez, vous m'avez Excusez-moi, donné hein. la parole, donc je la poursuis. L'augmentation à 2 millions, vous vous souvenez quand même, c'est parce qu'il y avait des années... Et j'ai encore de la mémoire aussi. Que le budget du CCAS était resté à 1 716 000. Donc, que cette augmentation de 16% se soit faite, ça me semble complètement légitime. Concernant ce que vous dites à propos de « on ne tient pas compte du travail », bien sûr qu'on tient compte du travail, bien sûr qu'on sait le travail qui est fait sur le terrain, bien sûr qu'on connaît le travail des services pour monter un budget, ainsi que des élus. Sans passion. Sans passion. Oui, mais et si vous permettez, voilà, ça me permet quand même de pouvoir continuer mon intervention. Donc simplement, ce que je dis, c'est que par rapport au budget, ce sont des choix. Vous avez fait ces choix. Nous, ce n'est pas les choix que nous aurions faits. Donc là, vous faites le choix de maintenir à 2 millions le budget du CCAS par rapport à ce qu'on avait fait l'année dernière. Donc, de mon point de vue, si on calcule par rapport à l'inflation, c'est une diminution. Donc, que vous le vouliez ou non, c'est une diminution. C'est tout ce qu'on dit. Alors, après, pas c'est sur le votre budget choix, du c'est pas celui CCAS, qu'on madame. aurait fait. 16%, nous ne sommes pas à 2 années cumulées d'inflation. Mais Donc, c'est de bien- toute façon, votre argument ne tient pas par rapport à l'année dernière. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, allez, donnez-moi un exemple de quelque chose que vous auriez fait pour augmenter le budget du CCAS à budget général constant. Allez, dites-moi ce que vous auriez supprimé, parce que vous auriez été obligé de supprimer quelque chose. Alors, en tout cas, il y aurait eu des arbitrages, effectivement, par rapport aux choix budgétaires que vous avez faits. Alors, dites-moi, donnez-moi Ça, un c'est sûr. exemple. Donnez-moi un exemple tout de suite, voilà. Alors là, vous me prenez, là, comme ça... Ah. Non, mais... C'est Ce pas qui est- facile hein, de choisir et Alors, d'assumer par ses choix contre, surtout, madame. Non, mais par contre, madame, je peux vous assurer que la prochaine fois, je saurai vous répondre. Eh bien, écoutez, la réactivité dans l'action publique, ce ne sera pas votre marque de fabrique. Heureusement Juste qu'effectivement, une vous n'avez pas de différence, choix à c'est que faire. vous êtes en responsabilité. Et oui, mais je vous vous le avez confirme. les informations, vous avez les Je vous le informations et les confirme. documents bien avant nous. Je rappelle quand Mais- même que pour les délibérations, vous savez, enfin, oui, je pense que vous le savez, en commission, par contre, je pense que les Albigeois ne le savent pas, les commissions qui préparent les conseils municipaux, nous n'avons aucun document écrit avant les commissions, nous n'avons aucun document écrit pendant les commissions, tout se fait à l'oral, et nous avons les documents écrits 5 jours avant les conseils. Donc, comme les conseils municipaux sont très souvent cumulés avec le conseil d'agglomération qui a lieu le lendemain, je vous dis juste que ça nous amène effectivement certaines fois entre 100 délibérations à 150 délibérations qu'il nous faut étudier en 5 jours. 5 jours et 5 nuits, vous me le direz, je vous l'accorde, mais enfin quand même en 5 jours. Donc, quand Ça vous oblige dites- à travailler le week-end. Ah non, mais ne vous inquiétez pas pour ça, on travaille le week-end, on travaille le soir aussi. Alors, Donc, c'est simplement ce que je peux... ce ça, que je c'était veux. la complainte habituelle. C'est Il y pas a, la il y a quand même complainte. quelque chose. Je voudrais quand Ce même n'est pas parler. la Non, non, complainte, monsieur Tonicello, juste s'il je vous plaît. termine ce que je voulais dire. Ce n'est pas une complainte. Simplement, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas les éléments pour pouvoir travailler effectivement en amont, de façon consistante, de façon à ce qu'on ait un budget. Madame Ferrand-France, ce que je ne comprends pas bien, c'est que je vous demande de me dire quel serait votre choix de politique publique que vous mettriez en avant si vous aviez quelques sous, et vous me répondez, on n'a pas vos éléments. Mais on ne vous demande pas de mettre en place notre programme. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous avez sûrement des idées, puisque vous nous expliquez que vous ne feriez pas nos choix. Ne me répondez pas, je ne connais pas votre programme. Dites-moi ce que vous, spontanément, vous supprimeriez d'un budget pour rajouter sur un autre budget. Mais ça, c'est votre programme à vous, ce n'est pas le nôtre. Je ne vous demande pas de connaître notre programme pour répondre à cette question-là. Monsieur Tonicello, vous avez la parole. Oui, je trouve vos procédés vraiment déplorables. Vraiment. Donc, Madame Ferrand-Lefranc vous a répondu très clairement, on ferait d'autres arbitrages. Nos propositions, vous les connaissez. On a parlé tout à l'heure, par exemple, du centre de santé publique. On a parlé de progresser beaucoup plus rapidement que ce n'est fait par l'équipe majoritaire sur les déplacements doux.
On a proposé, et on le propose systématiquement, d'avancer sur l'agriculture urbaine beaucoup plus rapidement que ça ne l'est fait. On y reviendra sur d'autres délibérations. Maintenant, soyons clairs. Vous êtes en responsabilité, d'accord ? Nous recevons les informations au compte-gouttes, comme l'a expliqué Mme Ferrand-Lefranc. Donc, ne faites pas croire au conseil municipal, je pense que personne n'est dupe de la question, que nous sommes à égalité ici, sur ce terrain-là. D'accord ? Il y a une équipe municipale majoritaire qui a les services avec elle pour faire son travail, et c'est tout à fait normal. Nous avons fait un certain nombre de propositions depuis 2020, et bien avant ces propositions dans la santé, dans l'écologie, en matière de transport, en matière de culture, elles sont connues, et nous les répétons systématiquement. Maintenant, de dire, faites-nous, improvisez-nous un petit budget là, comme ça, sur un coin de table au pied levé, je pense que tout le monde comprendra que c'est d'une mauvaise foi extrême et que ce sont des pratiques tout à fait déplorables. Donc, un peu de tenue, s'il vous plaît, et un peu de respect du débat. On voit bien, Monsieur Toricello, dans vos propos, que vous n'avez aucun sens des responsabilités publiques. C'est pas une découverte, oui. C'est pas une découverte, c'est une confirmation. Mais ça, le savez, vous n'avez jamais été en responsabilité, et j'ose espérer que vous n'y serez jamais. Parce que c'est pas avec les raisonnements de ce genre que vous ferez avancer les affaires des albigeois. On voit bien qu'effectivement, vous n'avez aucun sens des responsabilités. Tout ce qu'elle a dit. Vous avancez comme ça des choses, mais vos propositions sont toujours les mêmes, sauf que nous, on a des propositions et on a des actions. Et quand on a des actions, on les met en place, elles sont concrètes au bénéfice des albigeois. Alors faire des propositions, dire toujours la même chose, il faut un centre de machin, il faut un truc, c'est toujours les mêmes choses. Ça fait 3 ans que vous répétez la même chose. Nous, on a des propositions, on a des idées, on les met en place, elles sont concrètes au bénéfice des albigeois. Monsieur Et vous, Tonicello, s'il une vous fois plaît. chaque 2 mois, vous levez la main pour dire « Oh, si j'étais, oui, bien sûr, mais personne n'en veut. » On va essayer de faire redescendre un petit peu la pression. Peut-être juste en vous rappelant, Monsieur Tonicello, que les déplacements doux, c'est pas la ville, et les transports, c'est pas la ville. Mais je ne vous poserai plus de questions sur vos propositions. Il n'y a absolument aucun problème. Je ne voulais pas vous prendre au dépourvu. Vous avez dit que vous elles ont été faites tout à l'heure au moment du vote du budget. Je vous sens un tout petit de peu manière énervé très claire. tous les Oui, deux. je suis un peu agacé par le fait Je que vois. M. Franck systématiquement Monsieur- caricature et déforme Monsieur tous nos Tonicello. propos. C'est un peu agaçant à la longue. Oui, j'en Monsieur conviens. Toricello, ça fait un moment que je vous agace, et dites-vous bien que c'est pas fini. Monsieur Tonicello, on a bien compris que vous étiez agacé. On a lu ce matin que Mme Ferrand-Lefranc était courroucée. Donc, on a bien l'impression que ce n'est pas votre période, mais il n'y a absolument aucun problème. On va se poser. Je ne vous poserai plus de questions sur vos propositions, puisque visiblement, il faut quasiment que je le fasse avec 15 jours d'avance et une lettre recommandée. Il n'y a pas de problème. Je ne vous interrogerai plus sur vos propositions. Madame Nous voterons cette subvention exceptionnelle. Notre territoire est riche d'un patrimoine exceptionnel et attire de nombreux touristes. L'Office du tourisme créé par la ville d'Albi, comme le stipule le Code des collectivités territoriales, est une structure très importante dans une ville comme la nôtre et exerce des missions de service public. L'accueil, l'information, la promotion touristique, la coordination des acteurs locaux du tourisme. Donc nous sommes préoccupés par les difficultés rencontrées par l'Office du tourisme, difficultés financières en lien notamment selon la délibération avec l'augmentation des frais du local rue Mariès ainsi que la baisse des recettes. D'autre part, l'Office du tourisme a vu son effectif diminuer de 3 salariés cette année, ce qui n'est pas rien, et qui a et aura inévitablement des impacts sur le fonctionnement de la structure. Donc cette situation pose un certain nombre de questions que je vous pose. Comment la ville d'Albi envisage-t-elle sa stratégie de développement du tourisme, qui fait partie donc des enjeux de développement économique de notre ville, et quelle est la place de l'Office de tourisme dans cette stratégie? Je vous remercie. Pour répondre à M. Tonicello, peut-être en commençant par la seconde question, quelle est la place de l'Office de tourisme dans la stratégie de la ville? Je pense qu'on en a la démonstration avec le vote de cette subvention exceptionnelle. À ce jour, l'Office de tourisme est central
en matière de déploiement du tourisme par la ville et sur son territoire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui n'empêche pas de s'interroger sur la stratégie à déployer en matière de tourisme. Le tourisme est un secteur en évolution qu'il faut réinterroger. On le sait, le numérique a bouleversé les choses en la matière. La place d'un accueil coûteux peut être interrogée. Néanmoins, elle est nécessaire. Peut-être que ces formes doivent évoluer. En tout cas, c'est autour de beaucoup de questions que nous avons convenu de nous mettre autour de la table avec les responsables de l'Office de tourisme et des membres de leur bureau au premier semestre de l'année 2024 pour avoir un plan d'action au cours de l'année 24 et pouvoir arriver, comme le dit la délibération, à l'équilibre à l'Office de tourisme pour 2025. Merci beaucoup, Monsieur Vidal. Le soutien de la ville au SCA est logique et nécessaire, mais tout est question à nos yeux de mesure. Or, avec sa professionnalisation, le rugby est tombé dans la spirale de l'augmentation incessante des budgets dans le monde de l'argent roi, de la démesure. Ainsi, depuis plusieurs années, le soutien financier de la ville d'Albi à la Société anonyme sportive professionnelle SCA se fait toujours plus important en vue de retrouver la Pro D2. Or, nous savons qu'une éventuelle accession en Pro D2, qui est souhaitée bien entendu par tous les amateurs de rugby, conduirait à une augmentation des financements nécessaires. Le budget du SCA est aujourd'hui de 4 millions d'euros environ. Le budget moyen d'un club de Pro D2 est de 9 millions d'euros environ, soit plus du double. Alors les droits TV seuls ne feront pas tout et le besoin de financeurs privés est donc majeur. À défaut, nous craignons que des désillusions se préparent ainsi que des dépenses toujours plus fortes pour la collectivité. C'est pourquoi nous pensons qu'une réflexion globale et de long terme sur le financement des clubs sportifs de l'Albigeois doit être menée. Cette réflexion permettrait de répondre aux besoins de la population, aux besoins du SCA, comme de l'ensemble des clubs sportifs, pour envisager donc l'avenir sereinement. Je vous remercie. Premier point, la subvention du Sporting est de 400 000 euros depuis plusieurs années. Effectivement, elle a donné lieu à quelques ajustements en fonction des saisons. Et pour quand même connaître un petit peu, mais certains de mes collègues connaissent aussi bien, les budgets des clubs de National et de Pro D2, puisqu'on a beaucoup d'éléments à ce niveau-là. La subvention accordée aujourd'hui au Sporting de 400 000 euros fait partie des subventions qui ne sont pas forcément les plus élevées pour des clubs nationaux. Et ne parlons pas des clubs de Pro D2, parce qu'alors là, la subvention est bien plus élevée, en sachant aussi que de plus en plus, les agglomérations participent au financement des clubs nationaux et des clubs de Pro D2. C'est une autre histoire, c'est une autre question. Donc, la subvention de fonctionnement attribuée au Sporting est constante depuis bien des années, je vous dis, avec quelques ajustements nécessaires de temps en temps. Mais le budget du Sporting n'est pas de 4 millions, il est d'un peu moins. Et le budget moyen des équipes de Pro D2 n'est pas de 9 millions, il est un peu moins. Il y a des équipes, des clubs de Pro D2 qui ont un budget entre 6 millions et 6 millions et demi et qui arrivent à se maintenir. Donc, voilà, il faut être prudent sur les chiffres qu'on avance, en sachant aussi, j'ai presque envie de dire, que le budget de Pro D2 est presque plus facile. Mais laissez-moi mettre des guillemets entre le presque plus facile, parce que je rappelle qu'en Pro D2, il y a un montant important des droits de télévision, vous le savez. Et donc, effectivement, ça met quand même un peu d'huile dans les rouages. Donc, il faut être très prudent avec les budgets, très prudent avec les comparaisons, même si on a tous les éléments, je vous dis, puisque les budgets sont relativement transparents et on arrive à les avoir sans difficulté. Donc aujourd'hui, on va se cantonner à faire une proposition de 400 000 euros au Sporting, comme depuis plusieurs années, et on verra si au terme de la saison, il y a une promotion en Pro D2. Ça aussi, c'est une autre histoire, et le moment venu, on saura y réfléchir si c'est nécessaire. Merci.
Deux questions à vous poser que nous aurions pu poser lors de commissions municipales qui préparent le Conseil si nous avions eu les documents avant. Alors, quels sont les résultats de l'étude d'impact des nuisances sonores, le INS, des activités hélicoptères et drones, étude obligatoire diligentée par le préfet? Deuxième question, avez-vous connaissance de la forme juridique qui va être mise en place pour l'école d'hélicoptères, le président de l'association La 1901 Aérocoptères étant aussi propriétaire des hélicoptères? Merci pour vos réponses. Monsieur Taricon, vous voulez répondre? Disons que là, je n'ai pas la réponse à chaud, mais à la commission, vous n'étiez pas présent, par contre, quand on en a parlé, mardi dernier. C'est sûr que si vous ne venez pas aux commissions, ça va être compliqué d'avoir les informations. Mais ça, alors, c'est je encore un pense, autre sujet. Madame le maire, que si vous vous adressez à moi, je n'ai pas loupé une grande commission. Non, mais celle-là, vous y étiez? Mais moi, je ne suis pas la commission de M. Taricon, donc je ne veux pas y être. Donc, mais l'avantage d'être un groupe, c'est qu'on se représente les uns les autres. Donc, visiblement, il n'y avait personne à cette commission de votre groupe qui aurait pu vous répondre à la question, à moins que vous vouliez être présente dans toutes les commissions. Mais je trouve que c'est un peu compliqué de commencer en disant que si vous aviez eu les éléments, vous auriez pu. Là, en l'occurrence... Par rapport à cette commission du 7 décembre 2023, il se trouve que le même jour, il y avait... Madame Ibert était présente au conservatoire où elle était élue et moi j'étais au budget participatif. Donc jusqu'à un certain point, vous voyez, on n'a pas le don d'ubiquité. Donc si on avait les documents à l'avance, ça nous permettrait éventuellement, les jours où on ne peut pas être présent aux commissions, de pouvoir quand même consulter. Voilà. Après, s'agissant de votre présence en commission, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Vous auriez pu faire comme l'ont fait les élus de la majorité, assister à la commission et venir ensuite au budget participatif. On en revient toujours à ce qu'on se dit. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut, mais chacun prend ses responsabilités et les assume. S'agissant de cette délibération, est-ce qu'il y a des votes c'est un petit contre? peu agaçant d'avoir à se justifier, mais ça permet quand même de Oh, vous l'a pas rétablir demandé, un certain nombre de vérités, parce que comme vous assénez un certain nombre de vérités sans les justifier, on en est contraint à se justifier pour juste donner une information qui soit un tant soit peu objective. Mais monsieur Tonicello, pardon, on vous demande pas du tout de vous justifier. J'ai toutes les listes des commissions avec les présents et les absents. Effectivement, ce soir-là, la commission s'est tenue qu'avec des élus de la majorité. Donc, il n'y a pas de problème. Vous vous justifiez pas, je vous ai rien demandé. Vous avez fait un choix, il n'y a aucun souci. Effectivement, vous avez eu raison d'aller à cette réunion que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Mais voilà, après, vous avez fait votre choix, vous l'assumez, on vous demande pas de compte. Si vous pouviez éviter d'asséner des vérités du genre, vous n'avez qu'à être présent aux commissions, ça éviterait qu'on ait ce type de débat. Monsieur Tonicello, je n'ai pas du tout dit ça. J'ai juste dit que l'intervention précédente qui expliquait que s'il y avait eu des éléments, on aurait pu répondre plus facilement. Quand on n'est pas présent en commission, c'est compliqué de critiquer la présence ou pas d'éléments. Maintenant, je vous propose qu'on puisse clore ce chapitre. Je vous le redis. Si ce n'est qu'avec des éléments écrits, on peut tout à fait l'avoir. Alors, nous saisissons cette délibération donc, concernant les tarifs de location des équipements du circuit automobile d'Albi pour rappeler une proposition que nous avons déjà formulée et qui nous semble faire sens en cette période budgétaire. Il s'agit de la création d'un budget annexe consacré au circuit d'Albi, puisqu'avec un fonctionnement en régie directe désormais, il nous semble important de créer ce budget annexe afin de pouvoir donner un cadre budgétaire clair et précis à cet équipement et à cette activité qui est gérée désormais par la collectivité. Je vous remercie. Monsieur Tonicello, je me souviens effectivement que vous avez déjà porté ce sujet de la création d'un budget annexe, mais là on parle de location de salles. Donc comme on loue la Mouline, Prat-Grosse-Salle, etc. Donc pour le moment on va en rester à la location de salles, on en reparlera s'il y a d'autres sujets. Donc vous proposez pour le budget 2024 pour le COS 143 000 € de subventions et 55 500 € d'aide indirecte.
Donc en 2023, comme vous venez de l'expliquer, vous aviez proposé 143 000 euros de subventions et 55 500 euros d'aide indirecte. En 2022, vous aviez proposé 143 000 euros de subventions et 55 500 euros d'aide indirecte. En 2021, vous aviez proposé 143 000 euros de subventions et 55 500 euros d'aide indirecte. Alors, par curiosité, je suis allée voir quand même en 2014, c'est-à-dire il y a 10 ans, ce qui avait été proposé. Et alors, effectivement, ce n'était pas tout à fait pareil, puisqu'on était à 150 000 euros de subventions et 54 000 euros d'aide indirecte. Donc, dans la mesure où les besoins sociaux des agents de la ville d'Albi sont évalués chaque année, quelle raison donnez-vous à cette constance de l'enveloppe du COS, qui est en fait, finalement, au vu de l'inflation, une diminution, alors que vous nous aviez expliqué dans un précédent conseil municipal que certains agents de catégorie C n'étaient même pas au SMIC et que les demandes d'aide et de secours étaient plus nombreuses. Merci pour votre éclairage. Bien, je vois que vous avez étudié la question, c'est bien, félicitations. Il faut mettre ça déjà en corrélation avec les effectifs. Vous avez oublié de noter que les effectifs ont baissé pendant cette période-là de 2001 à 2023 ou 2024. Effectivement, il y a eu un long débat dans le Conseil social et territorial sur le montant de la subvention allouée au COS. Débat qui porte sur deux thématiques. D'une part, le montant de la subvention et d'autre part, les modalités d'attribution des différentes prestations. Donc je passe sur les modalités d'attribution, ça relève du COS. Il va y avoir une modification probablement dans l'organisation et dans la gouvernance du COS, ça c'est une chose. Mais sur la subvention, c'est la subvention qu'a demandé le COS. Le COS est une association, nous l'avons rencontré et ils ont demandé 143 000 euros. Vous savez qu'il y a un principe qui s'appelle non ultra petita, hein, c'est-à-dire ne pas donner plus que ce qu'on demande. Donc le terrain acheté par cette délibération jouxte la maison acquise récemment par la ville pour les bureaux du SCA. Quel projet d'aménagement envisagez-vous sur ce terrain de 5000 m²? Est-ce en lien avec l'aménagement de la plaine pour réaliser des activités de loisirs, notamment le projet Arrivée 4e au budget participatif? Ou bien est-ce l'agrandissement de l'emprise du centre d'entraînement du SCA? Ou bien encore un parking pour les championnats de cyclocross au vu des embouteillages monstres du 11 et 12 novembre dernier? Vos réponses sont attendues avec intérêt par les riverains et les usagers de cette plaine des sports et de loisirs. Merci. Merci beaucoup. On vous répondra quand on aura acheté la maison en question, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc on en reparlera une autre fois. S'agissant de cette... Alors, je ne peux pas avoir de réponse pour le terrain. Ah ben vous axez tous sur le fait qu'il y ait cette maison à côté, donc sur le terrain, non. Pour le moment, vous avez... Je vous remercie. D'abord, je voudrais rappeler notre priorité. C'est la préservation des terres agricoles, c'est le développement d'une agriculture de proximité et d'une alimentation locale saine. Or, l'artificialisation des sols est une tendance observée à l'échelle nationale et à l'échelle locale. La surface agricole utile tarnaise a diminué de près de 10% entre 2000 et 2014, contre 3,6% sur la même période en France métropolitaine. Dans la communauté d'agglomération du Grand Albigeois, ce sont près de 358 hectares de surface naturelle, agricole et forestière qui ont disparu en moyenne chaque année entre 2006 et 2013. Cette artificialisation des sols, cette bétonisation donc observée à l'échelle locale et nationale, est due entre autres à l'étalement urbain autorisé voire facilité par la collectivité, que l'on pense aux zones commerciales en périphérie d'Albi,
ou bien à une autre échelle à la poursuite de grands projets d'infrastructures autoroutiers par exemple. Malheureusement, la loi dont vous avez parlé sur le zéro artificialisation nette ne permettra pas de mettre un frein véritable à cette fuite en avant vers toujours plus de béton, puisqu'elle crée entre autres une enveloppe spéciale de PENE, de grands projets d'infrastructures type autoroute ou LGV, qui ne seront pas concernés par l'exigence zéro artificialisation nette. Or, ce sont précisément ces projets qui sont gros consommateurs de terre. Alors, revenons à Albi. Albi qui s'était fixé d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2020, un objectif louable et essentiellement un outil de communication en réalité de l'aveu même de la majorité. Donc revenons à ces achats de terres agricoles dont il est question dans cette délibération. Vous invoquez trois éléments, trois arguments. Le premier, c'est la sauvegarde et la mise en valeur de la ferme à proximité du château d'Hugo. Bon, d'une part, vous nous l'avez dit, beaucoup de travaux sont nécessaires sur ces bâtiments, en particulier sur les annexes. D'autre part, nous avons pu constater par ailleurs ce que pouvait vouloir dire sauvegarder et mettre en valeur, avec par exemple le précédent du jardin de la Madeleine. Le deuxième argument, c'est celui de la ZNIEF, la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Or, seules 2 parcelles sur les 9 sont concernées par ce zonage. Troisième argument, c'est l'acquisition de terres agricoles. Bon, là aussi, le précédent de la ferme de la Renaudier et des terres agricoles attenantes ne peut que nous rendre vigilants, puisque désormais, sur le site de l'ancienne ferme de la Renaudier, s'étalent des grandes surfaces, des fast-foods et des parkings géants. Mais au-delà de ça, cette délibération, vous l'avez dit, M. Layug, passe sous silence un certain nombre d'éléments importants. Ce que ne nous apprend pas cette délibération, en effet, c'est qu'entre 2017 et 2023, la ville a entamé un partenariat avec la Fondation Saint-Martin et l'association Urbaterra, afin que celle-ci mette en place un pôle de maraîchage urbain sur le site de la ferme d'Hugo. Un partenariat tout à fait cohérent avec les ambitions agricoles de la ville. Après de nombreux rebondissements, une promesse de vente a d'ailleurs été conclue entre Urbaterra et la Fondation le 23 décembre 2022. Or, début janvier, la mairie préemptait. Bon, c'est une préemption qui par ailleurs est entachée de plusieurs illégalités reconnues par le tribunal administratif. De fait, l'association Urbaterra a été expulsée et son projet brutalement interrompu. Donc 5 ans de partenariat pour arriver finalement à rien. Alors la question qui se pose, c'est quelles sont les raisons d'un tel échec ? Est-ce qu'à l'heure de l'urgence écologique, nous pouvons nous payer le luxe de perdre autant de temps ? Dans le même temps, sur la zone de Canavières, où certaines initiatives positives ont été prises avec la Landelle par exemple, sur cette zone de Canavières, donc, plusieurs maraîchers installés par la mairie ont également quitté les lieux. Donc l'échec de tous ces partenariats pose quand même de nombreuses questions et rend notre ville incapable d'atteindre ses objectifs pour le plan alimentaire territorial. Je termine. Cet achat donc, qui est présenté ici de la ferme d'Hugo, donc la question évidemment c'est pour quel projet ? Quel est le devenir de ces terres ? La question est d'autant plus forte que ces parcelles bordent le tracé de l'éventuelle bretelle de l'Escure. L'Albigeois est un territoire riche sur le plan agricole. C'est d'ailleurs une partie importante de son identité. Les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer dans la préservation des terres agricoles et la promotion de la production agricole de proximité. À nos yeux, cela n'est possible qu'à condition de travailler avec tous les acteurs locaux à un projet agricole et alimentaire cohérent. Je vous remercie. Juste pour revenir un petit peu sur le projet alimentaire territorial, y voir peut-être une vision un petit peu plus générale et un peu moins négative. Par exemple, et là on a bien un outil de démonstration qui est l'actuelle cuisine centrale, qui a été construit, élaboré à la suite du développement d'une politique agricole locale. Je vois là, à travers cela, l'outil qu'est la cuisine centrale avec, par exemple, la légumerie, qui permet de traiter les légumes directement de chez les producteurs.
je vois l'unité de compostage qui a été mise en place, qui a été inaugurée la semaine dernière et qui nous permet, par exemple, avec les déchets verts qui sont produits par la cuisine centrale, de passer de 17 tonnes de déchets à 5 tonnes de matière d'amendement. J'y vois aussi les 24 conventions qui ont été signées avec des producteurs locaux. Je vois, au-delà de cet outil, par exemple, le PAT nous a permis de ramener à nous des subventions qui ont permis, par exemple, de créer l'aide au drive fermier, qui est portée par la Chambre d'agriculture, qui a aujourd'hui, on le voit autour de la ferme agricole de Font-Labour, la création de cet atelier qui va permettre aux artisans maraîchers locaux, ceux de la ZAD de Canavières, mais les autres aussi, de pouvoir transformer localement leurs produits. J'y vois aussi le travail qui a été fait à travers le gaspillage alimentaire, à travers la formation de tous les agents de la cuisine centrale, et Zora pourrait le dire aussi bien que moi. L'achat de terres agricoles sur Canavières, allez-y, démontez-le. On a acheté 14 hectares. Il y a aujourd'hui 11 personnes qui travaillent. Effectivement, les maraîchers que l'on installe, on ne les attache pas. Et c'est l'aventure d'un outil économique. Il faut trouver, à travers un modèle économique, la continuité d'une activité. Une des maraîchères, oui, c'est vrai, elle n'a pas eu de bol. Elle est tombée, on n'avait pas prévu un confinement. 3 épisodes Covid, la perte d'une camionnette, le vol de légumes, tout ce qui s'est enchaîné à travers son projet. Et c'est fort dommage, parce qu'on arrivait là peut-être à un nouveau départ. C'est l'aide aussi aux jardins familiaux, c'est un viateur, 250 000 € qui sont investis par la collectivité pour produire local. C'est l'observatoire collaboratif. Vous voyez, on va au-delà de cette politique agricole où aujourd'hui, avec une association, on a créé un observatoire pour aller voir quelles seraient demain les fermes qui seraient reprenables par de nouveaux acteurs qui viendront s'installer dans le milieu urbain pour créer des fermes. Donc tout ça pour dire que le plan alimentaire territorial fonctionne. Tous les acteurs qui sont régulièrement autour de la table vous le confirmerez, au-delà de ma parole. L'idée, c'est de ce changement de système, mais il faut mettre en place des outils. On ne peut pas forcer les gens à nous vendre les terres, on ne peut pas forcer les gens à venir s'installer. Il faut créer la filière. La Landelle permet aujourd'hui de faire de l'insertion par le maraîchage. Demain, de nouveaux acteurs vont venir. On est déjà en contact avec d'autres. N'ayez crainte. Et pour les terres agricoles que l'on achète, oui, on va les mettre en place. Depuis 1946, la France est partie dans un modèle agricole qui délocalisait. On pensait que l'Espagne demain serait le jardin de l'Europe. Effectivement, en Espagne, il y a quand même des problèmes d'eau et on va peut-être revenir à des choses beaucoup plus raisonnables. La création aussi de la plateforme sur Son 31 à l'ancienne cuisine centrale qui permet aussi aux maraîchers de déposer leurs petites quantités pour adresser directement sur des gros marchés de collectivités. Tout ça pour dire que non, on a une politique agricole, une politique alimentaire locale qui est en développement. Et j'en veux pour preuve tous nos collègues élus d'autres villes qui viennent nous visiter, qui viennent voir ce que l'on a mis en place. Et quand on est dans le factuel, dans les chiffres, on se rend compte de la réalité de ce qu'a été ce programme alimentaire territorial albigeois. C'est l'eau. Oui, simplement pour rappeler les questions que j'ai posées. Par rapport à ce partenariat qui avait été engagé sur la ferme d'Hugo avec l'association Urbaterra, donc quelles sont les raisons de l'échec de ce partenariat? Et puis par rapport à cet achat, pour quel projet, quel est le devenir de ces terres? Alors, s'agissant du partenariat, ce n'est pas à nous qu'il faut poser la question, c'est à la Fondation Saint-Martin, puisque sauf erreur de ma part, c'est quand même eux qui n'ont pas poursuivi le partenariat sur leur terre. S'agissant de la raison pour laquelle la Fondation Saint-Martin vend, il faut poser la question à la Fondation Saint-Martin. S'agissant de la question pour laquelle la ville pourrait avoir envie d'acheter, effectivement, on a comme vous repéré le potentiel intéressant des terres. On développe du maraîchage un petit peu partout, ça peut faire partie des pistes. Néanmoins, dans le cadre d'une acquisition de gré à gré, on n'est pas obligé de justifier l'acquisition. Donc effectivement, on fait de la réservation foncière parce que comme vous, on pense qu'il peut y avoir un potentiel de maraîchage. L'occupation du domaine public est un sujet d'importance dans une ville. C'est un espace commun qu'il s'agit de partager de façon claire, équitable et juste. Les demandes d'autorisation d'occupation du domaine public, comme les tarifs, font partie de ces règles communes qui s'imposent à tous et qui évitent les conflits de voisinage
ou le sentiment du deux poids, deux mesures. Pour notre part, nous attachons beaucoup d'importance à leur respect, garantie de cohérence et de cohésion sociale de notre cité. Donc c'était juste pour préciser que si nous avions les documents en commission, ça nous éviterait de poser des questions en conseil municipal, parce que souvent vous nous reprochez de les allonger. Donc ça, c'est la première chose. Et puis alors ce soir, c'est pas du tout le cas. Et deuxième chose, juste vous rappeler que ce n'est pas nous qui fixons l'ordre du jour et que nous sommes tout à fait favorables à avoir davantage de conseils municipaux moins longs, mais où nous pourrons discuter ou débattre. Merci.